Bonjour à tous. Le Street Team Magazine reçoit aujourd'hui deux légendes de la rue bruxelloise. Le premier, c'est Hervé Cagé. Il a joué à la Gantoise et au KRC Genk, il est international congolais. Le second, c'est Geoffrey Moudjangibia. Passé par Wolverhampton et le Standard, il est international belge. Si leur parcours est atypique, c'est que l'un a connu l'IPPJ et l'autre la prison. Aucun obstacle n'a pu les empêcher de transformer leurs ambitions en réalité. Prison, talent et impulsivité, quand la rue influence le footballeur, c'est tout de suite dans le QLSP du Street Team Magazine. Vraiment, on a eu une chance énorme d'avoir grandi tous ensemble dans entre guillemets, les mêmes conditions. Donc, on s'est vraiment trouvés et on a vraiment formé une famille. Après, comme tu l'as dit, il y avait des difficultés financières. Mais quand tu es un gamin, quand tu es gosse, tu ne te rends pas encore compte de ça. Parce que toi, tu prends que les moments de joie, de bonheur. Et après, c'est en grandissant que tu te rends compte que, effectivement, quand tu changes d'appartement sur appartement pour habiter dans des rues juste trois, quatre rues à côté, que l'appartement n'est pas spécialement plus grand, en grandissant, tu te rends compte que, bien sûr, c'est parce qu'il y a eu peut-être des problèmes financiers très, euh, très graves, on va dire. Mais de ça, on en a fait une force. Je dirais pas vraiment précarité, mais plutôt difficulté déjà liée au fait que les parents immigrent dans un nouveau pays, ils ont la vingtaine, ils connaissent rien. Ils n'ont pas forcément les diplômes nécessaires pour directement postuler à un bon travail, pas les papiers. Donc ce qui fait qu'on s'est tous retrouvés dans un, je ne vais pas dire dans un quartier, je vais dire ça comme ça, dans un quartier chez nous c'était le Brugelpark à Zelig. Et ces choses-là ont fait que les parents, ils n'avaient pas forcément la possibilité de nous offrir des choses matérielles extra, comme les dernières baskets, les derniers vêtements, des choses comme ça, tu vois. Mais ils ont fait le nécessaire parce qu'arriver jeune dans un pays dont tu parles pas, enfin tu parles le français mais pas le flamand, et arriver à se débrouiller, franchement, on a toujours mangé à notre faim, respect à nos parents. Je crois que j'avais 14, 15 ans. Et puis il y a eu un décès dans la famille, donc la famille a dû partir en urgence. Et je me suis retrouvé à la maison. Donc j'étais à la maison, j'étais avec mon cousin, on était tous les deux. Et voilà, on a dû un peu se débrouiller pour s'en sortir quoi, pendant 2 semaines. Après, j'avais la famille voilà, j'avais mes cousines, mes tantes, tout le monde était parti. Et voilà, comme je suis un garçon, je me suis dit à 14, 15 ans, je ne vais pas aller chez mes cousines, aller leur demander de l'aide, tout ça. Donc voilà, je me suis débrouillé, peut-être pas de la meilleure des façons. Ouais, parce que je veux dire, dans les années 2000, début des années 2000, donc je dirais entre 2000, enfin 99, 2006, 2007, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que tu avais beaucoup de joueurs issus de quartiers différents dans Bruxelles qui étaient bons, qui avaient le talent et qui se retrouvaient en club. Mais forcément, au quartier, tu as des amis qui, eux, font autre chose, qui sont pas peut-être aussi doués que toi. Et toi, tu te retrouves en centre de formation. Enfin, à l'époque, c'était même pas centre de formation. Tu te retrouves en Anderlecht. Tu es là, tu joues en élite. Mais quand tu finis l'entraînement, tu retournes, tu es avec des amis qui, eux,
ils sont pas du tout dans le football et qui font autre chose. Et avant, il n'y avait pas je veux dire, il y avait pas cet encadrement qui faisait que les bons joueurs, les talents, ils étaient mis comme en France dans les centres de formation et qui restaient dans un cocon fermé, dans une bulle, avec un objectif de devenir professionnel. Donc avant, c'était t'allais au foot et puis tu ressors et t'es dans deux cadres totalement différents, tu vois. Très contradictoire. Ouais. Ouais, voilà, et ça c'est dû au manque d'encadrement et aussi au manque d'expérience, que ce soit de mon côté et du côté des clubs. Parce que comme je t'ai dit auparavant, il n'y avait pas cet encadrement. Et moi, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais d'être en équipe première, d'être à la porte. Je veux dire, je n'étais pas vraiment en équipe première, mais déjà accéder à des entraînements à l'âge de 14 ans, c'est quelque chose d'incroyable, même au jour d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que justement, je faisais l'entraînement et puis après, je prenais le métro, je rentrais tout seul à la maison et je fréquentais des gens qui étaient mes amis à l'époque. Certains sont encore mes amis, mais qui eux étaient dans des choses totalement différentes. Et puis la période que j'ai connue difficile suite à un décès de la famille, ben, j'ai fait malheureusement des petites choses et voilà, on m'a arrêté. Et après ça, je n'étais pas censé rentrer en IPPJ, mais le fait que mes parents n'étaient pas présents à l'instant même, parce que IPPJ c'est protection de la jeunesse, donc ils m'ont dit écoute, va faire un petit tour là-bas, réfléchis un peu. Ouais, en fait, là, c'est la première fois que ça arrivait, ça m'arrivait, tu vois, c'était ma grand-mère, tu vois, c'est la première fois que ça arrivait, un décès dans la famille. Et puis, moi, je savais pas comment le prendre. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que moi, je faisais que des conneries. Mais les conneries, je les faisais pas parce que j'avais envie de le faire, mais j'avais le besoin de dégager quelque chose de, voilà, mais j'ai fait ça de la mauvaise façon. Et puis, quand je suis arrivé quand j'ai eu cette période noire où je me suis retrouvé en IPPJ, en ressortant à Anderlecht, moi, j'avais pas le recul et assez d'expérience pour dire qu'en fait, c'était ça, que cet événement, ce drame familial, a fait qu'en fait, il y avait de la violence en moi et tout, mais c'est pas que j'étais forcément comme ça, tu vois. Donc, personne m'a écouté à ce moment-là et moi non plus, je savais pas. C'est qu'aujourd'hui, parce que voilà, j'ai 30 ans, passé 30 ans, que je peux dire, voilà, c'était ça le problème. Et à l'époque, personne ne m'a écouté, j'ai pas eu l'encadrement aussi nécessaire pour pouvoir comprendre ce qui s'était réellement passé. Donc on m'a directement dit, ah voilà, lui, c'est ça, on m'a mis sur une case. Il n'y a pas que l'adolescence. T'as beaucoup de gamins, t'as beaucoup de jeunes africains qui, euh, qui malheureusement, par événement, il y a des choses qui se passent dans leur tête et ils doivent l'extérioriser, ils doivent la sortir, toute, toute cette colère, tous ces trucs-là. Et malheureusement, on va le faire où? On le fait dans la rue, à l'école. On garde toujours cette discipline de ne pas la faire au football. Parce qu'en soi, on adore notre métier, on adore ce qu'on fait. C'est très important pour un jeune, pour un jeune joueur ou quelqu'un qui a une passion d'aller vraiment jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui peut te sauver en fait. Ouais. Une C'est manière de s'extirper de sa condition c'est sociale. ça. C'est ça qui peut te sauver. Ça, même un gamin qui adore le dessin ou n'importe quoi, c'est là qu'il va se sentir bien. En fait, ça a été tellement vite. Tu vois, je viens de finir, je viens de fêter le fait qu'on soit champion. Je rentre à la maison. Je me fais arrêter.
on m'apporte au poste de police. Et jamais je me dis que je vais rentrer en prison. Je vais voir le juge. Le juge il me dit, écoute, voilà, tu vas y aller. Et j'arrive dans cette prison où je me dis encore que non, c'est, allez, c'est un cauchemar, entre guillemets. Après, ça va vite. Donc, voilà, j'arrive dans la cellule. Euh, là, je me rends compte que, voilà, que je suis en prison. Que dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent. Premièrement, première chose à laquelle je pense à ce moment-là, c'est ma carrière. C'est ma carrière. Et là, ça m'a vraiment fait un choc parce que je me dis en fait que c'est là que je me suis rendu compte que en fait, allez, ce que je faisais, je l'adorais tellement en fait que je ne voulais pas le perdre. Donc, dès la première nuit en prison, la seule chose que j'ai dans ma tête, c'est de sortir de là au plus vite et d'aller rejouer au foot. Parce que pour moi, ça faisait que commencer. Tu sais, quand j'étais en prison, avant ça, 2 semaines avant ça, je parlais avec un agent qui m'avait sorti une offre d'un club belge et première division, un bon club, et j'allais passer un cap dans ma carrière. Et 2 semaines après que je suis en prison, j'essaie d'appeler l'agent, lui dire, écoute, t'inquiète pas, moi je continue à m'entraîner. Dès que je sors de là, du club de ne pas s'inquiéter. J'essaie d'appeler. Première fois, j'appelle et on me répond, on me dit, ça va, t'inquiète, on va essayer de faire en sorte que quand tu sors, tu puisses re-signer. Après, je le rappelle et je vois, il répond toujours pas. Et après, je vois que voilà, je comprends bien que c'est mort. Et il y a plein de personnes et tout qui m'appellent et qui me font un peu comprendre que voilà, que ça va être très très difficile de pouvoir continuer, surtout ici en Belgique, il va falloir changer de pays parce que, voilà, entre guillemets, je vais être cramé. Aucun club belge voudra me reprendre. Et, donc il y a plein de choses qui se passent dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, finalement, j'ai fait tout ça pour rien. Mais je ne doute pas. Je doute pas, je continue à m'entraîner. Même en présent, je m'entraîne, je lâche pas. Et c'était très difficile mentalement, mais ça m'a encore plus motivé en fait. Ça m'a vraiment donné un coup de boost là-bas. Et je dis voilà, que j'y suis, je dois prendre le positif ici. Le positif ici, voilà, tu peux t'entraîner. Parce qu'en prison, tu peux t'entraîner, tu peux faire du sport. Et après ça, être clair dans ma tête et être plus fort en sortant en fait. Ouais, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, il me restait 1 an de contrat. Et, donc le manager du club m'appelle, il me dit, écoute, on te propose un contrat, tu re-signes 5 ans, on garde la confiance en toi, tu as aidé le club à remonter et le club est redevable. T'es redevable, donc chez nous, tu as un contrat, t'inquiète pas pour ça. Euh, et malgré ça, je ne l'ai pas signé. Malgré ça, je n'ai pas signé parce que j'avais confiance en moi. J'avais ce mental qui me disait que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Je voulais passer un cap et c'était toujours la même, même si j'étais en prison. Le- L'objectif restait le même. Oui, bien sûr, parce qu'on grandit avec tu vois, les quartiers, mais je sais surtout, et je pense que surtout une mentalité un peu bruxelloise, et qui fait en sorte que nous, les jeunes bruxellois, on est quand même un tempérament assez fier, on est quand même des personnes qui n'aiment pas trop demander de l'aide et surtout montrer aux gens qu'on est toujours fort et toujours fier. Et
Voilà, il faut que les gens sachent aussi que quand tu es joueur de foot professionnel, ta vie change, tu as d'autres responsabilités. Et il suffit que voilà, il se passe quelque chose un peu financièrement qui se passe pas comme prévu. Tu peux te retrouver avec beaucoup de problèmes financiers comme d'autres problèmes. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ces conneries-là, j'avais des problèmes financiers. Il fallait que je les d'une autre manière, bien sûr, déjà, premièrement, je pense que j'aurais dû en parler, parce que même mes amis proches n'étaient même pas au courant de, de, de ces problèmes financiers. Je n'ai jamais parlé à qui que ce soit. J'essaie de trouver des solutions de, de mon côté. Et tu sais, comme il a dit, en dehors du football, tu es avec des personnes qui ne jouent pas au foot. C'est comme ça. Tu as des joueurs de foot qui traînent qu'avec des joueurs de foot. Tu as d'autres qui restent, qui traînent avec pas des joueurs de foot. Tu as les fréquentations. Et donc moi, mes résolutions, j'essaie de les trouver en dehors du football. Et qui n'a pas été une bonne idée. Malheureusement, je suis arrivé à faire des conneries. Et puis voilà. Et ça fait en sorte que je les ai payés quelques années plus tard. Ouais, je dirais pas régler dans la rue, mais voilà, je veux dire, on a un certain tempérament parce que on a grandi d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas faire, c'est du tac au tac, œil pour œil, dent pour dent. Et ça, je veux dire, ça, c'est ce qu'on apprend, entre guillemets, au quartier. Tu vois, mais une fois que tu arrives dans le monde professionnel, tu as des réactions que tu peux pas avoir, t'as- voilà, je veux dire, il y a des règles à respecter, tu vois. Et maintenant, sur un terrain de foot, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des insultes, parfois extrêmes, mais souvent c'est sous le feu de l'action et L'euphorie. voilà, c'est dans l'euphorie, sous le feu d'action, on est sous adrénaline et tout. Et parfois, on n'avait pas le recul de se dire, en fait, toi, moi j'étais en Angleterre, le joueur écrit sur moi, À il Wolverhampton, c'est ça? m'insulte, ouais, à Wolves, j'arrive, je lui ai pas fait la passe, il me crie fuck, 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 fuck off et tout. Je me dis une fois ça va, mais le mec il a tellement crié, je me suis dit, vas-y, lui, il a un problème avec moi, personnel. Donc moi je me dis, on va régler ce problème après le match, tu vois. Donc le match il se termine, je suis dans le vestiaire et je le regarde, tu vois, j'étais fâché parce que moi je me dis, comment tu me cries fuck comme ça, tu vois. Et je le regarde et tout, je le regarde, et je vois que le mec il me calcule même pas, tu vois. Donc je parle à un Français qui était là avec moi, Zoubar à l'époque, et je lui dis, ouais, sur le terrain il m'a insulté de dingue et tout, il m'a dit fuck, tout ça. J'ai dit, tu vois, j'ai dit, c'est un fou quoi. Il me dit non, mais c'est juste sur le terrain, c'est tout, il n'y a rien, tu vois. Et le mec, il m'a même pas calculé, je le regarde et tout, après, et en fait, j'ai même eu honte. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y a des choses qui se passent sur le terrain, mais c'est Qui pas doivent pour. rester sur le terrain, en Ça fait. reste sur le terrain, tu vois. Et c'est la même chose après dans les négociations, tu vois, tu as des agents avec des présidents de club, ils sont là, ils s'insultent, ils s'insultent, ils s'insultent. Qui vont en Et toi, clash. voilà, ils vont en clash. Toi, tu es le joueur, tu dis, ah, c'est fini, mon agent, il va plus rentrer là-bas. Et puis le lendemain, il transfère un autre joueur. Tu vois, donc il faut vraiment savoir qu'il y a le monde pro. Dans ce monde pro, il se passe des choses. Il y a des choses qui se disent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir des réactions comme tu aurais avec tes amis ou petits, on va dire, dans le quartier, tu vois. Un match, on prépare le match retour des playoffs. Et j'ai mon défenseur central qui me dit Move your black S. Je me retourne, je lui dis j'entends black, j'entends S. Tu vois, dans ma tête, ça tourne en fait, tu vois. J'arrête de courir, je me retourne, je vais vers lui.
Et je lui dis, tu me dis encore move your black ass encore une fois, voilà, je vais te monter en l'air. Tu vois, il me dit, hey, pars pas, continue. Il me fait un geste, et là, dans ma tête, ça, voilà, ça tournait, je me suis retourné, j'ai eu un mauvais geste. L'entraîneur, il a arrêté l'entraînement, il m'a dit, tu rentres au vestiaire. Il m'a dit, tu rentres au vestiaire, il dit, je ne veux plus te voir ici au club. Donc moi, ce que je fais, je prends ma douche doucement, j'attends que le mec qui m'a dit ça revienne de l'entraînement. Comme ça, je peux le régler l'affaire. Le mec, il fait un entraînement, il vient, première chose qu'il me fait des bisous. Il me dit, pourquoi tu as réagi comme ça? Fallait pas réagir comme ça. Moi, je dis ça pour ton bien, pour le bien de l'équipe. Il me fait comprendre en fait qu'en criant comme ça, c'est une manière pour lui de me faire réagir, mais en positif. Parce que en soi, c'est que du foot. C'est que du foot et il me fait comprendre que lui, il a fait ça en réalité pour mon bien. Et après, je me rends compte qu'il a fait ça, qu'il a vraiment fait ça pour mon bien. Et moi, malheureusement, à cause de cette réaction-là, je rate les 5 matchs qui peuvent ces matchs-là, aller déterminer la fin de mon aventure là-bas, tu vois. Même changer une carrière. Ouais, en session, j'ai une histoire avec le président. Maintenant, voilà, en fait, la base du problème, c'était des primes qu'il y avait dans mon contrat. Donc, il traînait à payer ces primes en question. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que moi, j'allais, je toquais à la porte et je disais, voilà, vous allez me payer quand. Et ça faisait que traîner. Et au départ, j'ai pris un avocat. L'avocat, il traînait aussi. Enfin, pour moi, il traînait. Alors qu'en vrai, c'est la procédure. Tu vois, les procédures prennent du temps. Et puis, il y a un moment donné où je me suis dit, en fait, moi, je suis là, je joue, je fais mes matchs et on ne me paye pas. Ou partiellement. Donc, moi, forcément, je me dis, je vais en Suisse, j'habite là-bas, je fais ce sacrifice. Le mec, il ne me paye pas. Tu parles une fois à un pote, tu lui expliques, deuxième fois, troisième fois. Et forcément, les réactions, c'est en vérité, ce type, il se prend pour qui, tu vois? Et puis ça monte, ça commence à monter petit à petit. Je me dis, en fait, là, ça va trop loin, tu vois? Et moi, je ne connaissais pas toutes ces procédures. Donc je me dis, moi, il faut qu'on règle ça tout de suite, tu vois? Et le problème que j'ai eu, c'est qu'après, c'est vrai que c'est un président assez particulier qui est assez proche des joueurs. Et un jour, on sort d'un match et voilà, moi, j'étais frustré, tu vois? Et il sort du match, il commence à m'insulter et tout. Il me dit, ouais, il commence à me parler, tu fais que de réclamer ton argent, mais regarde, on va pas se qualifier pour la Coupe d'Europe, il faut que tu fasses plus, blablabla, blablabla. Et puis là, moi, je pète un plomb, je me dis, tu vois, j'ai dit, mais toi, t'es un malade, tu me payes pas et tu viens, tu cries sur moi comme ça, on dirait que tout repose sur moi. J'ai dit, il y a 22 joueurs, les autres joueurs aussi peuvent faire quelque chose, c'est pas moi qui dois tout faire, tu vois. Et en fait, j'ai une mauvaise réaction vis-à-vis du président, mais, mais j'ai pas dépassé la ligne rouge, tu vois. Mais malgré tout, je devais quand même pas avoir cette réaction. Et puis, après, ça se calme et tout. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, je peux dire que voilà, il y a des choses où déjà, c'était même pas à moi d'aller chez le président. Tu vois, donc quand on parle de l'entourage, c'est très important. Parce qu'une fois que tu fais ton contrat, toi, tu es joueur de foot, tu dois que jouer au foot. Voilà, tu dois te concentrer que sur le sportif, à être fit, à faire le maximum en termes de performance. Si jamais il arrive qu'on ne te paye pas une prime ou quoi que ce soit, à ce moment-là, tu as ton agent ou un avocat qui règle ce problème. Et ces problèmes-là, malheureusement, c'est des longues procédures, tu vois. Et moi, je n'avais pas cette patience au niveau de la procédure et malheureusement, à ce moment-là, je n'avais pas forcément le meilleur entourage, que ce soit au niveau de l'agent. L'avocat, il a fait son travail, mais je veux dire aussi pour cette histoire, j'ai eu gain de cause. Ça s'est passé en 2017, j'ai eu gain de cause en 2020. Tu vois, pour te dire le temps que ça a pris.
Nous, nos erreurs, c'est parce que nos erreurs, c'est parce que les gens ont vu nos erreurs grâce ou à cause des journaux ou à cause de la presse. Je connais, moi, j'ai des amis à moi aussi qui ont pété des plombs dans leur lieu de travail aussi. Tu vois, donc, et dans le travail où il n'y a pas de presse, où il n'y a pas de journalistes, où il n'y a rien qui est mis en lumière. Donc, je pense que toute personne qui sort, je dirais, d'un côté un peu banlieusard, on a déjà ce sang qui est chaud. Et il suffit que dans notre tête, ou il suffit qu'il se passe des choses qui sont pas prévues, on peut vite dérailler. Et malheureusement, j'ai des amis à moi qui ont perdu Leur emploi à cause de mauvaises réactions. À cause de mauvaises réactions. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup appris grâce à nos erreurs. Et aujourd'hui, on a un certain âge, on a un certain vécu qu'on peut, moi aujourd'hui, je peux conseiller quelqu'un, je peux le conseiller à un jeune que ce soit joueur de football ou même un mec qui travaille, qui a un peu une petite frustration, lui dire, écoute, fais ça, t'inquiète, va voir ton avocat, va parler avec ton coach, va parler avec lui calmement et t'inquiète, tout va se remettre en ordre. Mais malheureusement, nous n'avons pas vraiment eu ces personnes-là et aussi ces personnes qui étaient là avec nous n'avaient peut-être pas aussi cette expérience-là pour pouvoir bien nous conseiller à ce moment-là. Donc on a dû apprendre, oui, par nos propres erreurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire justement. C'est que nous, quand on a commencé à jouer au football, donc à 17-18 ans, on n'avait pas d'exemple. Il y avait pas autant de joueurs que maintenant. Donc nous, on ne pouvait pas se dire, ouais, regarde, lui, on ne pouvait même pas s'identifier à quelqu'un. À part Patrick Dimbala, on n'avait aucun exemple. Donc on ne pouvait pas se dire, ouais, regarde, lui, il a fait ça, lui, il a eu telle réaction, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que on prend exemple sur les gens auxquels on s'identifie. Et avant, quand tu regardais l'AD1, par exemple, on s'identifiait à personne. Il y avait pas de joueurs issus de Bruxelles, des quartiers, il n'y avait aucun étranger. Et nous, on est la première génération d'étrangers. Hervé, Pelé et moi, Andrea, on est la première génération. Donc, je veux dire, nous, on a été un peu, je veux dire, on a tout essayé. Donc, ils ont commencé de cette manière. Ils ont fait telle erreur. Donc, ça veut dire que il faut plus faire ça. Ils ont fait ci, c'est pas bon. Ils ont fait ça, c'est pas bon. On va plus faire ça. Et l'apprentissage qu'il y a eu vis-à-vis de nous, à travers nous, c'est un apprentissage non seulement pour les joueurs issus des quartiers, mais ça a aussi été un apprentissage pour les clubs qui ont appris à travers nous, que ce soit au niveau de la formation, avant les joueurs. Avant nous, il y en a, ils se faisaient juste virer et c'était terminé. Mais nous, on a eu la capacité de, malgré tout, le fait que moi, on me vire à 14-15 ans d'Anderlecht, je repars dans un autre club. Je m'impose et je deviens professionnel. Alors que ceux avant, ils n'avaient pas le mental ou peut-être le talent de le faire. Et nous, on a quand même réussi à le faire, on a réussi à percer. Et dans toutes ces choses-là, c'est nous qui étions les premiers à le faire, tu vois. Donc, on était, tu vois, et ça, c'est une chose qu'il faut dire aussi et que les gens doivent savoir. Ouais, moi je dirais pas le mot sacrifié, il n'est pas bon. Moi je dirais même qu'on est une génération dorée, tu vois, parce que là c'est un peu un sujet, un truc rien à voir, mais parfois on est victime de sa chance. Je vais dire ça comme ça, dans le sens où nous quand on a commencé en étant jeune, déjà il y avait d'obstacles qu'on a dû passer. Donc c'était déjà le racisme. Avant, on nous disait, ah, c'est impossible de jouer en élite parce que c'est des rascars. Déjà ça, on est passé outre. C'était impossible de devenir pro avant 22, 23 ans. On a tous été pro à 17, 18 ans.
Et puis, il fallait rester pro, il fallait s'imposer, tu vois. Donc, des gens qui ont réussi à faire ça, parce que là, on ne parle pas de... Hervé disait tout à l'heure, il y a des gens, c'est des amis du foot. Hervé et moi, on n'est pas des amis du foot. Hervé et moi, on s'est connus à 5 ou 6 ans. On s'est connus comme ça, dans la rue, on marchait, on habite dans le même quartier. Et Pelé, voilà, on s'est battu. ouais Premier jour qu'on s'est vu, on s'est battu. Premier jour, on s'est battu. Et puis, directement, on est devenus des amis, tu vois. Mais le truc, c'est que... Qui a gagné? Tu veux que je te dise la vérité? La vraie histoire. En fait, on marchait à Zélik, près du Snack Alex. Je lui fais une petite pub Snack Alex si vous voulez aller manger là-bas. Et on était là dans la rue, tu vois. Et moi, je marche avec Pelé. On marche et tout. Et puis, il était en train de jouer au foot avec un ami à lui. On ne connaissait pas. Donc, nous, on les voit. On dit, ah, ils jouent au foot. Et on voulait prendre leur balle. Donc, donc on dit, ouais, donne la balle et tout. Nous, on n'avait pas de balle. On dit, ouais, donne la balle. Maintenant, l'autre, il nous donne la balle. Il dit rien, il donne la balle. Et Hervé, il vient, il dit, oh non, il se met entre comme ça. Et nous, on dit, mais t'es qui, toi, d'où tu viens? Tu sors d'où? Qu'est-ce que tu veux, toi, tu vois? Maintenant, moi, je me mets devant lui. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ton problème? Il me dit, et directement, il me fait une prise de judo. Il m'a fait un accroche. Il fait un accroche. Je connais, gros, venait du bled. Ouais, il venait du bled, tu vois. Maintenant, je me relève et tout. Et puis, tu vois, je commence à se battre et tout. Puis, les gens, ils venissaient pas. Et puis, après, on lui dit, ouais, t'es qui? Tu viens d'où? Puis, il nous explique, ouais, moi, je suis là, je viens d'arriver, tout. Après, on l'a dit, ah, c'est bon, viens avec nous. Tu vois. Le début d'une longue amitié. Voilà, et puis, voilà, c'est parti de Pour là. revenir à nos moutons. Ouais, voilà, donc pour moi, c'est vraiment une génération dorée qui a su surmonter d'énormes obstacles qui faisaient partie de cette génération, tu vois. Et voilà, donc comme je disais, Hervé et moi, on n'est pas des amis du football. Pelé aussi, c'est la famille, on n'est pas des amis du football, tu vois. Et des gens comme ça, donc qu'on soit nous trois, nous quatre, avec Andrea, j'oublie pas, et qu'on ait pu justement venir de Zélik et devenir des joueurs professionnels, c'est quelque chose d'incroyable, tu vois. C'est pas en étant en RP à 17 ans, devenu des potes, non. Tu vois, donc on a vraiment parcouru un chemin depuis, dès l'âge de 6 ans, 7, 8, 9 ans, on a passé les obstacles. Voilà, on a prouvé le contraire à tout le monde, même au club, hein. Moi, je peux te dire un truc, il y a Brogno, Dante Brogno, un jour, il est venu chez moi, ça faisait 6-7 mois que j'étais professionnel et tout. Ouais, j'étais en train de cartonner et tout. Et il vient chez moi, il me dit, ouais, Geoffrey, franchement, respect. Je dis, pourquoi? Il me dit, là, je te dis sincèrement, il me dit, avec tout ce qu'on dit sur toi et ta mentalité, jamais j'aurais cru que tu allais devenir professionnel. Et là, tu viens de me prouver le contraire. Et donc, en fait, d'un côté, ça m'a fait plaisir parce que, voilà, je lui ai fermé la bouche et je lui ai prouvé le contraire. Mais en fait, c'est pour montrer le niveau du cliché de l'époque. C'était que c'était impossible de réussir. Et les gens, ils ont mis des bâtons dans les roues, mais énormément de bâtons. Et malgré tout, on a réussi. On a réussi. Et on ne parle pas de carrière éphémère de 2-3 ans. Tu vois, chacun ici, il a 2 chiffres de carrière. On parle de 10, 12, 13 ans. Tu vois. Et surtout qu'on a commencé à des âges. On a commencé mineur, on a commencé à 17 ans, 18 ans. Tu vois, donc ce qu'on a fait, là je remercie Dieu, c'est quand même quelque chose d'incroyable, tu vois. Et c'est vraiment la première génération, voilà, c'est l'ouvreuse, tu vois, on est passé, on a passé les portes et forcément, il y a des séquelles, tu vois, quand ceux qui sont au front devant, il y a sur le chemin après, voilà, il y a des séquelles. Mais regarde, déjà, moi, je vais te parler déjà de notre actualité maintenant à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, on est tous les deux sans club. On n'a pas de club. Ça va faire maintenant 1 an. Ça va faire 1 an qu'on s'entraîne tous les matins, tous les jours. Pour moi, le jour, je lui disais, c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi que ce soit,
Je connais beaucoup de joueurs, beaucoup même de plus jeunes que nous, qui n'ont pas de club depuis encore moins, 6 mois, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je les vois dans leurs vidéos, dans leurs snaps, dans ce que les gens... Tu les vois partout sauf sur le terrain. Partout sauf sur le terrain. Partout sauf à l'entraînement. En surpoids. En surpoids, avec une mauvaise mine. Et rien que ça montre déjà beaucoup. Ça montre déjà le mental. Ça montre l'amour qu'on a pour ce métier, pour ce ballon. Tu vois, tout ça, c'est des... En fait, tu ne peux pas tricher, en fait. Tu vois, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas arriver où tu ne peux pas faire tout ce qu'il a fait en trichant. Ce n'est pas possible. C'est la réalité de la vie, c'est la réalité du football. Ça fait 10 ans qu'on joue, donc forcément on a des sous de côté. Et on a fait quelques placements parce que, comment dire, on a connu beaucoup de joueurs avant qui ont eu des difficultés financières en fin de carrière. Et nous, c'est des choses que déjà depuis des années, on a essayé d'anticiper. Tu vois, donc on s'est toujours dit, voilà, chaque année qui passe, on sait que c'est une année qu'on se rapproche de la retraite et où justement il faut qu'on commence à penser à plus tard, tu vois. Donc voilà, chacun il a fait des placements, pas à risque, des trucs sûrs, simples, pas des trucs de génie, mais tu vois, ce soit l'immobilier, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ça fait en sorte que, en tout cas, on n'est pas dans l'urgence financière et que voilà, c'est des moments qu'on avait anticipés, donc grâce à Dieu, je veux dire, on s'en sort pas mal, tu vois. On a commencé à jouer, forcément, plus quand tu commences, tu es jeune et tout, voilà, les salaires, ils sont bien, ils montent, ils montent. Et qu'aujourd'hui, et voilà, on retombe toujours dans la même chose, c'est qu'on n'avait pas d'exemple, tu vois. Les exemples qu'on avait, c'était toujours des exemples négatifs, dans le sens où lui, il a fini fauché, etc. Et que nous, déjà, on devait déjà passer ce truc à ne pas finir fauché. Maintenant, il y a l'étape après, c'est comment bâtir un empire. Et bâtir un empire dans le sens où aujourd'hui, on se dit, putain, à 24, 23, 24 ans, quand on était vraiment dans, tu vois, fleur de l'âge et tout, et qu'on gagnait vraiment bien nos vies, on aurait pu peut-être plus investir encore plus dans l'immobilier, mais pour ça, il fallait avoir des gens qui connaissaient le système de levier, de dire voilà, tu mets autant, tu as autant, de mettre des... Peut-être que nous, on a payé des trucs cash que peut-être on pouvait répartir sous 3-4 immeubles qui allaient être rentables dans 10-15 ans. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on sait aujourd'hui, qu'on ne savait pas avant. Mais ça encore, c'est l'entourage, c'est peut-être qu'il n'y avait pas les bonnes personnes qui pouvaient nous le dire. Mais après, nous aussi, on aurait pu dire, écoute frérot, on a plusieurs personnes autour de nous et se dire, toi, t'es bon dans quoi, t'es bon dans quoi, t'es bon dans quoi. T'es bon dans ça, écoute, fais une petite formation dans l'immobilier. Comme ça, on va essayer d'avoir un groupe, un fonds, on est plusieurs, et de commencer à avoir vraiment un patrimoine immobilier, tu vois. Voilà, un qui est dans les voitures, un qui est dans ci, dans ça, et vraiment parce que là on est quand même quatre, et on aurait pu faire ce genre de choses-là, tu vois, mais le truc c'est que c'est pas trop tard, on a bien fait, tu vois, grâce à Dieu on n'est pas à plaindre aujourd'hui, on est tranquille, mais c'est vrai que il y a des choses où on se dit, ah, peut-être que si on aurait eu cette vision avant, ah ben, on aurait pu faire plus, tu vois. À l'heure d'aujourd'hui, comme je te dis, on s'entraîne quasiment tous les jours. C'est parce qu'on croit encore en nous. On croit encore à nos capacités physiques et football. Donc c'est pour ça on veut un challenge où on peut encore prendre du plaisir footballistiquement et où on peut aussi aller chercher quelque chose encore footballistiquement. Chaque fois qu'on parle à l'heure actuelle, on parle de football, pas du financier.
Parce que, comme il t'a expliqué, aujourd'hui, on a la chance de pas couler. On a la chance qu'on peut encore tenir la tête au-dessus de l'eau. Et donc, on veut vraiment montrer au monde extérieur que rien n'est fini, en fait. Tant que tu crois encore en toi, c'est pas fini. Tu peux encore faire des bonnes choses et pourquoi pas des grandes choses. Moi, c'est pas parce que c'est à l'heure actuelle, voilà, c'est mon meilleur ami ou quoi que ce soit. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour lui. En étant gamin, en étant petit déjà, j'ai joué avec lui, j'ai fait toutes mes classes avec lui. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour lui parce que c'était un joueur, en fait, pour moi, c'était un joueur, je le voyais tout faire. Pour moi, il pouvait tout faire. Et physiquement, c'était un monstre. Il avait cette chance que physiquement, il pouvait parcourir des kilomètres et des kilomètres. Il pouvait aller très vite, comme il pouvait temporiser le jeu. Pour moi, il savait quasiment tout faire. Et j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs, avec des joueurs qui ont fait une grande carrière et tout. Et pour lui, c'est quelqu'un, je ne lui avais vraiment pas de limite en fait. Je le voyais vraiment sans limite. Pour moi, c'était un joueur à l'heure actuelle ou il y a quelques années qui aurait pu être à Manchester City, par exemple, qui aurait pu jouer à Manchester City pour faire une carrière à Manchester City parce que pour moi, la vision dont j'avais de lui, c'était un joueur pour moi extraordinaire. Pied gauche, pied droit, il allait 2000. Il pouvait jouer défenseur central comme il pouvait jouer en numéro 10. Il lisait le jeu, il pouvait quasiment tout faire. Et voilà, j'ai la chance d'être avec lui en équipe nationale aussi, espoir. Et même là, je le voyais ce qu'il faisait dans les matchs. Donc je me disais, franchement, pour moi, voilà, il pouvait tout faire. Maintenant, il y a plein de choses qui se passent, qui sont dans le football et en dehors du football, qui sont physiques et parfois mentales. En fait, oui, tu me demandes qu'est-ce qu'il aurait pu faire une meilleure carrière. Pour moi, oui, je dirais oui. Maintenant, est-ce qu'il a fait la meilleure carrière qu'il aurait peut-être pu faire? Ça, il n'y a que lui qui peut répondre. Mais pour moi, d'un œil extérieur, je te répondrais que oui. Il a bien résumé la chose, tu vois, mais en fait, tu peux avoir du talent, parce que ta question, elle parle de talent. Maintenant, le talent, c'est talent potentiel. Maintenant, pour exploiter son potentiel au maximum, le talent, c'est la base. Mais maintenant, pour exploiter au max, il faut tout ce qui est autour. Tu vois? Donc, il y a le mental, il y a le physique, il y a les conseils, il y a l'entourage. Et puis, il y a aussi, dans l'entourage, il y a déjà l'entourage personnel. Et puis, il y a aussi le coach, le club. Parce que ça c'est l'entourage professionnel. Tu vois? Et en fait, ce qui fait en sorte qu'un joueur il atteint le maximum de son potentiel, c'est que quand tous ces éléments ils sont au vert, ils sont au max. Là, on va dire le diamant, tu le polis au max. C'est un tas de choses. Comme je peux te dire, moi, les gens, ils me connaissent soi-disant en tant qu'ailier qui court et tout, mais moi, c'est pas ma place à la base. Moi, j'ai été formé en tant que milieu de terrain. Mais ça, les gens, à part les connaisseurs du foot, ils le savent. Pourquoi au Standard je suis bon et je suis moins bon en Turquie? Parce qu'au Standard, on joue en 4-4-2. Donc celui qui est sur le côté gauche ou droit, il est par définition milieu de terrain. Alors que quand tu joues en Turquie, vous jouez en 4-2-3-1, tu as un ailier de débordement. Et ce n'est pas ma qualité. Tu ne contrôles pas parce que tu ne contrôles pas le coach qui va arriver, tu ne contrôles pas le fait que tu as signé là, le coach 2 jours après, il n'est pas là. Tu ne contrôles pas le fait que je dois aller à Genk, il y a Verkotteren qui me connaît, j'ai été formé avec lui, j'ai envie de signer, mais derrière, il n'y a pas une commission comme il faut, le transfert il capote. Je peux pas, j'ai pas de regrets. Je peux pas dire ouais, dommage, j'aurais pu faire ci, ça. Il y avait des éléments que tu pouvais pas Il y avait des éléments que je toi. contrôle pas et qui sont imposés à moi. Voilà, tu as bien résumé. Et ces éléments-là ont fait en sorte que voilà, j'ai fait la carrière que j'ai fait, dont je reste fier. Tu vois, c'est tout un tas de choses, d'éléments qui ont fait en sorte que on n'a pas pu arriver au max du potentiel. Et puis pour passer maintenant à Hervé, techniquement Hervé il a des mains, tu vois. Nous on joue au foot avec nos pieds, lui c'est avec ses mains.
Tu vois, déjà, moi, techniquement, je vais aller dans un club, on dit que je suis fort. Mais Hervé, depuis qu'on est petit, j'ai fait des 2 touches avec lui, j'ai jamais gagné. Fait des dribbles, des trucs incroyables. On allait au parc. Parfois, je lui dis, ouais, il y a 2 joueurs. Et au lieu de me faire la passe, il sourit en mode qu'ils viennent encore plus, tu vois. Et il a fait des gestes incroyables. Tout le monde sait que techniquement, honnêtement, j'ai jamais vu un joueur aussi doué que lui. Et Hervé, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui aurait dû jouer dans des championnats comme en Turquie, mais dans un grand club. Tu vois, Hervé, c'est quelqu'un, tu le mets dans un cadre comme ça, tu le mets avec la confiance. Demain, il peut être à Fenerbahçe et faire tourner toute l'équipe. Tu vois. Maintenant, le seul truc que je vais pas dire reprocher ou quoi, mais tu vois, il a peut-être moins de discipline dans sa tactique et tout. Mais sinon, techniquement, c'est incroyable. Je sais pas, il y a des images, je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait contre Fenerbahçe. Il y a 4-5 joueurs, il les met des semelles, il tombe par terre, il fait des gestes qu'on fait même pas dans la rue, les gens ils osent même pas le faire, triple virgule, des choses comme ça. Donc maintenant, par rapport à son potentiel, je pense qu'il y a parfois il n'a pas été au bon endroit. Mais voilà, on est fier de ce qu'il a fait, je suis très fier de ce qu'il a fait et je lui dis chapeau. On a choisi le mot entourage. Voilà, parce que je pense que l'entourage, c'est ce qui définit une personne. Et l'entourage, c'est la chose la plus importante dans le sens où l'entourage peut te tirer vers le haut comme vers le bas. Et je veux dire, qu'on soit bien ou pas bien, les premières personnes vers qui on va, c'est les personnes qui sont autour de nous. Et c'est les conseils de ces gens-là qui pourront nous propulser ou vers le haut ou vers le bas. Et donc je pense que c'est vraiment très important pour tout le monde de choisir un bon entourage et surtout de soi-même être avec son entourage comme on aimerait qu'il soit avec nous. Donc par définition, l'entourage fait ce qu'on est. Pour moi, l'entourage, comme il a dit, c'est quelque chose de très important parce que on est un entourage, mais tu es aussi l'entourage de quelqu'un. Donc, comme il a dit, je pense que l'entourage peut te tirer vers le haut comme vers le bas. Et toi, tu peux tirer ton entourage vers le haut comme vers le bas. Donc, je pense qu'il faut vraiment... L'entourage, pour moi, c'est se compléter, en fait. C'est vraiment former un, se compléter et regarder que vous allez dans la même direction. Pour moi, c'est très important.
d'être vraiment soudé, vraiment lié à un bon entourage. Parce que l'entourage va faire en sorte que tu peux passer ou ne pas passer un cap dans ta vie professionnelle, familiale. L'entourage, pour moi, c'est quelque chose de très important.